Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. En l'absence de Philippe Richard Bertrand, vous êtes à l'antenne de Prends pas ça pour du cash avec moi, Francis Gosselin. On commence avec une petite revue de l'actualité économique et financière québécoise, canadienne, mondiale. Première nouvelle qui a attiré mon attention dans les derniers jours, c'est le nombre de saisies immobilières qui a bondi au Québec. Le nombre là, de personnes qui ont délaissé leur hypothèque, qui ont simplement cessé de payer, rendu la propriété à la banque, a augmenté de 27% par rapport à l'année dernière. C'est quand même une progression assez importante. Évidemment, on pense à des gens qui sont venus au moment de renouveler leur hypothèque ou que quelques mois après le renouvellement ont simplement constaté que c'était plus possible là, avec les taux d'intérêt beaucoup plus élevés auxquels ils faisaient face. Faut pas non plus négliger le fait qu'on semble dire que c'est pas si pire, mais il y a quand même des gens qui perdent leur emploi au Québec, au Canada actuellement. Le taux de chômage augmente et je lisais là, l'ami du balado financièrement parlant là, qui nous disait que la principale cause là, de remise de logement comme ça à une banque, c'était la perte d'emploi. Donc, c'est quand même un élément intéressant et assez peu documenté, malheureusement. Donc, évidemment, ça peut inquiéter. Les banques, notamment, doivent faire face à ces saisies-là, donc doivent reprendre les propriétés, les revendre. Ça ajoute de la complexité. Ce n'est pas ce qu'elles préfèrent, les banques, entre nous. Ce qu'elles préfèrent, c'est vous faire un prêt puis encaisser des intérêts à perpétuité, gérer des remises, gérer des reventes. Souvent, ils récupèrent leur argent, mais ça reste pas leur métier, là. Donc, essentiellement, il y a quelque chose qu'il faut analyser là-dedans, puis savoir si ça va mettre une pression éventuellement sur les marges des banques, parce qu'effectivement, dans certains cas, les propriétés ne sont pas vendues pour la pleine valeur du prêt, donc ça peut être un problème. Autre nouvelle qui m'a particulièrement interpellé, là, c'est ce qu'on appelle la cheapflation. Vous vous rappellerez, là, il y a quelques mois, on parlait beaucoup de shrinkflation. Ça a été traduit en français par réduflation. J'attends encore la traduction de cheapflation, rabais-flation ou petit prix-flation. Bref, j'attends l'OQLF là-dessus, mais la cheapflation, en attendant l'énoncé francophone, évidemment, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que les biens dont le prix est plus faible ont plus progressé que les prix, disons, des biens normaux ou de luxe. C'est-à-dire que si vous aviez comme, par exemple un gruau là, beaucoup moins cher à 3 ou 4 $, il a augmenté en moyenne de 34%, alors qu'un gros moyen de gamme qui était 6 ou 7 $, lui, n'a augmenté que de 22%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les gens qui se nourrissent au premier prix, là, au prix le moins cher, ils sont plus confrontés à une augmentation des prix, donc ils ont, à la limite, perdu plus de pouvoir d'achat que la classe moyenne ou que les gens plus aisés. C'est évidemment excessivement problématique et c'est quelque chose sur lequel on va garder un œil dans les prochains mois à mesure qu'on décortique et qu'on apprend à décortiquer de mieux en mieux l'inflation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose, malheureusement. J'en ai parlé quelques fois cette semaine. La cheapflation, ça réfère justement à des biens de l'alimentation notamment qui est vendu peu cher. Et qui dit peu cher, souvent dit des marges bénéficiaires très faible. Ce qui fait que les entreprises qui fabriquent ces produits-là là, très peu coûteux, quand tout augmente, la main-d'œuvre, les intrants, les taux d'intérêt, ils n'ont pas de marge pour absorber cette différence-là. Donc, ils sont, en guillemets, je ne veux pas les plaindre, mais ils n'ont pas le choix que d'augmenter pour garder cette marge très, très mince, alors que des biens, disons, de prix moyen ou des biens de luxe, ils ont des marges souvent plus importantes. Donc, ils vont en refiler une partie aux clients, mais ils vont aussi absorber peut-être une petite perte de leur marge bénéficiaire. Donc, ça explique pourquoi, dans certains cas, cette cheapflation là, a fait progresser davantage le prix des biens moins chers que ceux des biens moyens. Par ailleurs, évidemment, on devait s'y attendre, là, l'économie ralentit aux États-Unis. J'ai quasiment envie de dire enfin. Pas que je me réjouis d'un ralentissement économique, mais on sait que depuis que la Fed a commencé à augmenter son taux directeur, on n'a vu pratiquement aucun impact là, sur la vélocité de l'économie américaine, la création d'emplois. C'est comme
comme s'il n'y avait aucune incidence là, du taux directeur. Et ça a maintenu le taux d'inflation quand même plus élevé que la Fed le souhaitait. Donc, ça repoussait encore chaque fois là, l'échéance des baisses de taux. Là, avec les derniers indicateurs, M. Powell, le président de la Fed, a laissé entrevoir qu'il n'excluait pas des baisses à l'automne. Et là, évidemment, vous me voyez venir, si il y a une élection présidentielle le 5 novembre, puis il y a une décision de la banque, de la Fed là, américaine qui pourrait survenir en septembre, puis une autre en octobre, 2 baisses de taux juste avant une élection, c'est sûr qu'on va accuser M. Powell de faire preuve de favoritisme ou de se mêler de la campagne. En même temps, il a été interrogé à ce sujet-là et il a dit « Non, moi, je ne fais pas politique, je regarde les faits économiques et je prends des décisions en conséquence. » On peut quand même penser qu'il n'est pas complètement sous une roche le reste du temps. Il lit les médias. Je ne suis pas certain qu'il est le plus grand fan de Donald Trump, mais bon, c'est des accusations un peu vaines de ma part. Quelques autres nouvelles en rafale. L'entreprise québécoise Héroux DevTech, qui fabrique des trains d'atterrissage, un acteur important là, de la filière aéronautique montréalaise, là, en fait de la région, de la communauté métropolitaine, a été vendu à une entreprise, un fonds d'investissement américain. Le gouvernement du Québec n'avait pas été mis au courant. Ça a été fait avec l'aval de la CDPQ. Évidemment, beaucoup de gens se sont attristés de cette nouvelle-là. C'était une belle entreprise locale. Évidemment, ils offraient, là, le fonds d'investissement qui a racheté ça, une belle plus-value par rapport à la valeur de l'action. Pour la CDPQ, c'est une manière de rentabiliser son investissement. Mais c'est là où les différentes missions de la CDPQ, entre investir dans le Québec, rentabiliser le bas de laine des Québécois, des fois, elles rentrent en conflit. Puis là, on perd, encore une fois, comme plusieurs l'ont dit, un beau fleuron de cette industrie critique au Québec. Et puis, c'est difficile de penser à Héroux DevTech sans penser à toutes ces autres entreprises, la pâtisserie Godet, Varitron, qui, ces derniers temps, se sont vues acquises par des intérêts étrangers américains, puis fermées carrément. Il y a l'entreprise Sani également, dont on a annoncé la fermeture d'une usine là, plus tôt dans les dernières semaines. Donc évidemment, à chaque fois qu'on s'en remet à des étrangers là, pour déterminer l'utilisation de nos usines, de nos actifs, de nos entreprises, on court le risque que les fermetures se fassent sans être consultés éventuellement, puis que ça se traduise par des pertes de valeur, des pertes d'emplois, des pertes de revenus fiscaux, etc. Donc un peu une triste nouvelle, si vous voulez, mon avis. Évidemment, il y a quelques nouvelles. Là, la FTQ a financé Canada Steamship Lines, qui est un grand transporteur maritime qui appartenait à l'époque à Paul Martin, qui avait légué ça à ses fils lorsqu'il est devenu premier ministre. Une entreprise qui a des activités dans plein de paradis fiscaux, qui semble faire un peu des passe-passe pour ne pas payer trop d'impôts. Donc, plusieurs ont posé la question si le Fonds de solidarité était en ligne avec ses objectifs. Là, mais bon, c'est pas à moi de le trancher. J'en ai parlé à l'émission plus tôt cette semaine. Je vous laisse vous faire une tête là-dessus, mais ça semble être évidemment un peu sur la ligne grise, on va dire ça comme ça. Et je termine avec notre ami Dominique Gagnon, une entreprise là, d'ici qu'on a déjà reçu à l'émission. Dominique Gagnon, qui est PDG de Connect & Go, qui fabrique non seulement des bracelets intelligents, mais bien plus que ça, des logiciels qui permettent d'interfacer là, entre le client et, par exemple, un centre d'attraction, un zoo, un endroit où on va et où on doit gérer des accès. Et donc, Connect & Go fabrique non seulement le bracelet, mais la puce et tout le logiciel qui dit, Francis a payé son accès, il peut rentrer au zoo, il peut monter dans ce manège, et même dans certains cas, il peut payer son hot dog, il peut acheter son truc à la boutique souvenir, et tout ça, évidemment, lié à sa carte de crédit. Donc, il facilite, dans le fond, le sans contact et le cashless, comme on dit en bon français. Et donc, je vous parle de ça en long et en large. Pourquoi? Parce qu'ils ont été choisis pour opérer tout le village olympique dans le cadre des Jeux olympiques de Paris. Et donc, ça a fait les nouvelles jusqu'à TSN, jusqu'à des médias nationaux. Donc, félicitations, évidemment, à Dominique Gagnon et à cette belle entreprise là, qui est vraiment un petit, mais grandissant fleuron là, de l'économie technologique québécoise. Vous êtes à l'antenne de Prends pas ça pour du cash. N'hésitez pas à nous écrire. studio@cube.radio. J'en perds mes mots. N'hésitez pas à nous texter, n'hésitez pas à me retrouver sur les médias sociaux. Philippe Richard Bertrand n'est pas là ce soir, mais vous pouvez aussi l'interpeller pour lui dire comment j'ai fait un excellent travail en son absence. Bref, je suis ravi d'être là. Vous restez à l'antenne, je l'espère, pour nos 3 excellents invités d'aujourd'hui et à bientôt. Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash.
On en parle évidemment toutes les semaines à l'émission, la crise du logement qui est un problème majeur, pan-canadien, voire plus large encore. Et on le sait, je le dis souvent, quand Philippe Richard Bertrand est avec nous, il partage évidemment cet avis. C'est pas une crise qui va se régler en claquant des doigts. Plusieurs causes à cette crise-là, mais l'une d'elles, évidemment, c'est l'augmentation du prix des intrants dans la construction. Bon, l'économiste en moi vous dira que les taux d'intérêt participent de ce phénomène-là, mais aussi la main-d'œuvre qui coûte plus cher et les matériaux, évidemment, qui sont une partie importante là, des coûts de construction au Québec. Et donc, pour résoudre une partie de ce problème-là, en tout cas, c'est ce que j'en comprends, certains font preuve d'une grande originalité. C'est le cas de Costiveo, c'est comme ça qu'on dit, et de ces deux cofondateurs que j'accueille en studio. Je suis ravi, là, Félix Hamel et Laurie Carrier. Bonjour. Merci beaucoup de l'opportunité. C'est un grand plaisir. On a échangé initialement sur les réseaux sociaux. Là. Vous vendez bien votre salade. Là. On essaye. Je me tourne peut-être vers toi, Félix, pour commencer. D'où est venue l'idée de Costiveo? C'est quoi l'histoire d'origine, là, comme on l'appelle, de cette entreprise? Hein? Ben, dans le fond, ça fait 5 ans qu'on est dans l'industrie des couvre-planchers. Puis, j'étais un peu tanné de voir les entrepreneurs, les promoteurs, ceux qui lèvent nos bâtisses, nos logements, un peu se faire taper sur la tête par rapport au fait que c'est cher, c'est inaccessible, puis c'est un peu de votre faute, mais la réalité, c'est que c'est zéro de leur faute. On a tellement besoin de ces gens-là, mais ils sont aussi démunis que tout le monde. Il n'y a pas vraiment de solution concrète actuellement pour réduire les coûts de matériaux de construction. T'sais. Vous étiez tous les deux dans cet univers-là du couvre-plancher. Vous aviez une boutique. C'est quoi, un peu, encore une fois, votre background personnel, professionnel? Là, ouais? Ben, tu sais, rapidement, tu parlais de fun fact tantôt. Laurie, ça a été la première employée que j'ai embauchée. OK. Bon. Dans l'histoire de 5 ans, là, ça fait 1 an, on est rendu partenaire. OK, très bien. Ouais. Je me tourne vers toi, Laurie, justement. Qu'est-ce qui t'a incité à te joindre à cette entreprise-là? C'est une passion pour le couvre-plancher? C'est une opportunité? Vous êtes tombé en amour? Je ne sais trop quoi. Là, mais... Non, on n'est pas... non, on se connaît pas. Là, tout le monde pose la question. C'est la question classique. Si je mets les pieds dans les plats, mais blague à part, qu'est-ce qui t'a amené? En fait, moi, j'ai fait mon cours en design, puis comme Félix a dit, après ça, il m'a engagé. Puis en 5 ans, il y a vraiment eu un partenariat qui s'est développé. L'entrepreneuriat aussi, qui est super intéressant, que j'adore beaucoup. J'ai grandi dans une famille entrepreneur. Donc, dans la construction? Non? Semi? Déneigement, transport, donc pas très loin, pas dedans 100%, mais pas très loin. Donc voilà, de fil en aiguille, là, ça a vraiment créé ce partenariat-là, puis on a développé en fait Costiveo, qui est un beau projet. Donc là, vous vendez du couvre-plancher? Oui. Et ce que j'ai cru comprendre, je vais peut-être laisser Laurie commencer l'explication. On va jouer ça à 3, absolument. Mais je suis allé sur votre site web. C'est comme on vous vendez du couvre-plancher, donc grosso modo, vous êtes des intermédiaires, on pourrait dire, vous en fabriquez pas. Non. Vous êtes des revendeurs, mais il y a un système d'abonnement. Là. C'est ça que je pense qui est l'originalité de la patente. C'est ce qui fait que c'est innovant et complètement nouveau. C'est pas, pour Francis Gosselin, là, pas Inc., là, c'est pas donné. Là. C'est quand même des montants là, dans les milliers de dollars là, pour être justement s'abonner à ça. Oui. Laurie, peut-être en quelques mots, comment ça fonctionne, ce système chez Costiveo? Absolument. En fait, nous, notre clientèle, c'est vraiment les promoteurs immobiliers, les investisseurs immobiliers, les entrepreneurs. Donc, après ça, il y a 5 types d'abonnements. Puis le type d'abonnement qui fonctionne avec la clientèle, en fait, ça dépend de leur pouvoir d'achat. D'accord. Donc, tout dépendamment du pouvoir d'achat, il y a un type d'abonnement qui fonctionne pour eux. Fait que plus il achète, mieux c'est. En fait, plus qu'il achète, plus que le prix est augmenté, mais en fait, ils font un meilleur rendu à la fin de l'année. Le prix de l'abonnement est plus élevé, mais ils ont une plus grosse économie. Exactement. Avez-vous des employés? On a 3 actuellement. Vous avez 3 employés. Fait que là, vous êtes 5, mettons. Là. Quand vous arrivez chez les milliardaires fabricants de planchers, là, c'est quoi votre pouvoir de négociation? C'est quoi la recette magique pour aller chercher? Je voyais des 30% d'économie. Là. Vous êtes là, sinon je t'achète rien. Je veux dire, votre pouvoir là, relatif de marché ne doit pas être celui d'un Renault Dépôt ou d'un autre. En fait, si on compare, on est moins cher qu'eux. Oui, je comprends, mais comment vous faites pour négocier des prix aussi agressifs en étant... Je vous félicite pour ce que vous faites, mais c'est toute une petite compagnie dans l'univers du couvre-plancher mondial. Là, je suis 100% d'accord avec toi. C'est un départ, mais ça fait 5 ans qu'on est dans cette industrie-là. Puis nous, ce qui fait en sorte qu'on est encore là, c'est vraiment qu'on a misé sur des relations. OK.
Puis c'est ça un peu qui a incité le modèle d'affaires. C'est un modèle d'abonnement. On est les premiers au monde à exploiter ce modèle d'abonnement-là dans l'industrie des matériaux de construction, plus spécifiquement les couvre-planchers. Fait que c'est ces relations-là qu'on a cultivées durant les 5 dernières années qui nous permettent d'avoir des très, très, très bons prix. Puis après ça, c'est notre modèle d'affaires qui nous permet d'offrir ces prix-là aux entrepreneurs. On dit, puis on est super... Nous, on est des gars... On est des personnes... J'aime ça. On est des personnes de chiffres, tu sais. Ouais. Fait qu'on est très conservateur dans les chiffres qu'on dit. On veut pas... Tu sais, nous, on promet moins, puis on livre plus souvent. C'est bon. Bonne philosophie. Puis on a des entrepreneurs qui, tu sais, plus souvent qu'autrement, c'est plus que 30%, puis on a des... On a des vrais cas, on a des 16 logements que le gars, il sauve environ 50%. Lui, il payait 5 $ du pied carré, installer les matériaux. Maintenant, avec nous, c'est 2,50. C'est énorme sur 16 logements. Puis ça se traduit par des logements ultimement moins chers. Oui, exact. C'est ça l'objectif. L'entrepreneur, le promoteur, des chroniques sont vraiment bonnes, puis tu as des très bons invités. Puis l'entrepreneur, s'il construit moins cher, son objectif, ça va être aussi de vendre. Est-ce que tu parles de Luc Poirier? Oui. Effectivement. OK, c'est suite à la chronique de Luc qu'on a commencé à échanger. OK, je comprends. Je me rappelais plus. Il y a plein de gens qui nous écrivent à chaque semaine. D'ailleurs, je salue les auditeurs qui le font. Mais belle initiative. Bon, je vais vous avouer, je vois plein de systèmes par abonnement, puis tu sais, même soit individuel ou entrepreneurial. Ouais. Dans cet univers-là, c'est effectivement la première fois que j'entends parler de ça. Je suis un peu... j'ai comme une question. Est-ce qu'il n'y a pas... C'est comme une grosse barre à l'entrée, là. Tu dis... tu sais, je voyais les prix, là, c'est comme 20 000 $ pour les plus gros, mais tu sais, c'est quand même genre... upfront. Là. Ça va dépendre comment ça fonctionne, ouais, parce que... Puis ma question est double. Un, est-ce que c'est une barre à l'entrée? Est-ce qu'il y a des gens qui vous disent, ben là, c'est 3 000, 5 000, 20 000? Est-ce qu'il y a des gens qui ne deviennent pas clients chez vous à cause de ça? Puis inversement, vous avez choisi ce modèle d'affaires-là. Pourquoi pas utiliser un modèle, mettons, comme je vois souvent dans les coops d'achat ou d'autres choses, de ristourne? Si tu achètes pour 500 000, ben je vais te renvoyer 50 ou tu connais un montant X, puis plus tu achètes, plus tu as de ristourne. Ça revient au même. À la fin, les chiffres seraient les mêmes. Je sais pas. Pourquoi avoir choisi ce modèle-là où le client paye en avance au lieu de recevoir un chèque à la fin de l'année? J'étais à l'extérieur du Québec, puis j'étais en train de discuter avec un entrepreneur général, puis on s'ostinait, là. On avait une discussion chaude par rapport à 10 sous du pied carré. Ouais. Puis ça a duré 15 minutes. Puis en raccrochant, j'étais... j'ai quelqu'un qui est... Je suis occupé, puis j'ai une jeune famille et tout, puis ça va-tu être ça, ma vie? M'ostiner pendant 15 minutes pour 10 sous du pied carré. De différence, tu veux dire. Là. C'était comme 2,60, 2,50. Ouais, puis se basait sur une facture de 3 mois. Bref. Fait avec ça, j'ai appelé ma partenaire, puis j'étais là. Partenaire? Oui, moi. Ma ici partenaire. Ouais, je l'ai bien dit. Puis je veux dire, il faut trouver une solution. Moi, m'astiner sur les prix à tout. C'est quoi quel est notre élément différenciateur? Puis c'est là qu'on est arrivé avec un modèle plus transparent que ça, ça se peut pas. Là. On a un modèle vraiment transparent. Les entrepreneurs ont accès à de l'information, puis ils sont conseillés. Puis nous, on n'a aucun avantage à vendre un produit au lieu d'un autre. C'est vraiment comme, toi, c'est quoi tu veux? C'est quoi l'objectif avec ta construction? Puis en construction, on parle beaucoup de durabilité, mais ça a un prix. Les gens ont déjà de la misère à se loger avec quelque chose qui est standard, on pourrait dire qui n'est pas tant durable ou peu importe. Mais si on s'en va dans des produits plus durables, qui sont américains ou peu importe, ça coûte le double. Ouais. Tandis qu'avec nous, maintenant, tu peux construire de façon durable puis de façon abordable aussi. C'est vraiment... On donne accès, dans le fond, à des matériaux de qualité vraiment de manière abordable. Si je peux ajouter aussi, non seulement ils payent tout de suite, oui, mais ils voient aussi le retour assez rapidement. Dans le sens que mon meilleur exemple, c'est qu'on a un abonné. S'abonner, c'était l'abonnement, en fait, standard, si je peux dire. Là. Donc, celui à 2000... De 3 000, 2000 okay, exactement. 999. Puis, cet entrepreneur-là, en fait, sa première commande, c'était du vinyle click pour une maison, un 700 pieds carrés. Puis, la différence entre la facture qu'il aurait payée au détail versus notre prix en tant qu'abonné chez Costivio, c'était, en fait, le prix d'abonnement. Donc, fait qu'il a sauvé 3 000 $. Et voilà. Donc, après... 2999. Exact. Puis la personne va commander environ 50 à 100 fois durant l'année. Oui, je comprends. Mais justement, là, tu parles comparativement au prix de détail, mais beaucoup de ces grands acteurs-là, ils n'achètent pas au détail. Là. Ils n'achètent pas comme moi chez Renault Dépôt. Là. Ils vont justement avoir des deals parce que sur le volume. Qu'est-ce qui les font choisir une proposition comme la vôtre versus une proposition d'un plus direct au manufacturier ou je sais pas quoi? Vous êtes quand même un intermédiaire. Là, pour les gros joueurs, est-ce que c'est si intéressant que ça de faire affaire avec vous? Oui, parce que c'est
déjà de même qu'ils fonctionnent. Ils fonctionnent déjà au travers des intermédiaires. Puis la réalité, c'est que on en contacte des entrepreneurs et des contracteurs. Puis les chiffres qu'on dit, c'est vraiment les économies qu'ils font réellement. Puis à chaque fois que je vois ça, honnêtement, il y a une partie de moi qui est comme on pourrait faire un peu plus, mais c'est pas ça l'objectif. Puis on est jeune, puis on voit l'avenir. Puis l'avenir, c'est quelque chose qui nous parle extrêmement. Puis actuellement, tu regardes l'immobilier. Oui, actuellement, c'est vraiment pas beau, mais ça va ressembler à quoi dans 5, 10, 15, 20 ans? Je te dirais que ça peut pas être plus pire. Si vous avez survécu les 2 dernières années, je vous promets un avenir ambitieux. Sur le site web, Laurie, vous mentionnez des partenaires. Là. Il y a une partie du site qui est partenaire, APCHQ, SCHL, Desjardins. Là. Ils font quoi, les partenaires? Ils vous renvoient du trafic? Ils vous flattent le dos? Non, mais c'est quel genre de partenariat est-ce qu'on établit avec des organisations? C'est un partenariat, en fait, oui, qui pousse, en fait, puis qui aide à mettre notre nom en avant, en fait, là, pour vraiment faire connaître Costivio le plus possible. C'est pour ça qu'on est ici aussi. Mais genre, avez-vous signé des partenariats avec ces gens-là? Y a-tu comme du référencement? C'est quoi Il n'y a aucun référencement. Actuellement, notre obstacle numéro 1, c'est comme toute start-up, c'est l'obscurité. La méconnaissance de la marque là, ou de l'existence. Il faut se faire connaître. Là. Exact. Puis nous, encore une fois, c'est concret. Là. Si tu achètes du plancher demain, tu peux devenir abonné ce soir, puis tu sauves de l'argent. Là. Demain matin. Là. Exact. C'est instant comme ça. Fait qu'au début, initialement, tout le monde a gagné à ce que les logements soient plus accessibles. Donc, on a contacté pratiquement tous les organismes au Québec. Là. Puis on a sélectionné quelques-unes. Desjardins, c'est un partenaire financier. La PCHQ, on est en train de travailler un partenariat aussi. Donc, c'est tous des organismes importants là, dans votre univers. Ouais. Exact. Mais le projet, c'est nous qui le levons avec nos entrepreneurs sur le terrain, puis c'était ça l'objectif. Je travaille avec plein de business, pas nécessairement comme la vôtre, mais il y a toujours un dilemme. À un moment, ça fait 5 ans, Félix, là, est-ce que, il reste plein de parts de marché à gagner dans le plancher, puis il y a aussi plein d'autres matériaux dans lesquels il y aurait peut-être des propositions de valeur comme la vôtre à exploiter, là. La brique, là, les fenêtres, là, j'en sais rien, là, vous me direz, mais j'imagine que c'est une conversation que vous avez occasionnellement. Est-ce que vous continuez dans le plancher pendant 10 ans encore ou est-ce qu'il y a une volonté éventuellement d'élargir votre offre à d'autres matériaux de construction? C'est une demande qu'on reçoit beaucoup. C'est justement, J'invente rien. Non, exact. Ouais, c'est ça. C'est une demande qu'on a beaucoup, effectivement. C'est une discussion qu'on a. On ne s'est pas donné de temps par rapport à ça, mais c'est sûr que c'est une opportunité qu'on veut sauter dessus. Par contre, pour l'instant, on a décidé de se concentrer sur les revêtements de plancher parce que c'est littéralement notre expertise. Donc, on veut absolument foncer là-dedans au complet. Puis avant de rentrer un nouveau matériau, c'est sûr qu'on va pousser notre expertise aussi avant de rentrer ce matériau-là dans la bonne. Fait que là, si je vous réinvite dans 3-4 ans, là, ça va ressembler à quoi, à Costivio? Premièrement, on va apporter un cadeau. Grosse latte de plancher, là. Une boîte. Mais tu sais, l'objectif, c'est d'être partout en Amérique du Nord. Ah oui, OK. Ouais. Surtout au Québec, là, actuellement, que vous avez... On dessert 74 territoires Québec-Ontario. OK. Ontario. Okay. Ouais, exact. Puis là, l'objectif le plus difficile, honnêtement, c'est de couvrir le Canada. Là. C'est le défi ultime. Là. C'est un territoire un peu particulier. Inégal, on va dire, en termes de pratique. Et le transport. Les matériaux de construction, ils poussent pas. Faut que ça se transporte. Il faut vous embaucher quelqu'un à Calgary, là, éventuellement, là, pour être là, j'imagine. C'est difficile à faire... En fait, c'est vraiment non. Parce que non. J'y mets des hypothèses, moi. Tu sais, le 2020 a vraiment changé le monde des affaires, là, ce qui est arrivé et tout. Fait que il y a plein de choses que tu peux faire à distance très bien maintenant. Puis encore une fois, si tu bâtis des relations solides, tu peux faire des affaires littéralement partout dans le monde sans être là physiquement. Je vous le souhaite. En tout cas, on marque ça d'une petite pierre. Là. Dans 3 ans, on fait un point projet sur l'avancement de Costivio. Félix Hamel, Laurie Carrier, merci d'avoir été avec nous avec moi en studio. J'ai le nous de mon co-animateur habituel. Et puis, on se reparle bien vite là, de la suite de vos affaires. Parfait. Merci. Merci encore. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash.
Le week-end dernier, le Journal de Montréal a fait paraître un passionnant dossier sur l'intelligence artificielle et ses multiples applications dans la société et l'économie. C'est en réaction à ce dossier que j'ai eu la chance de rencontrer là, par différentes personnes interposées. Olivier Caron-Lizotte, qui est PDG d'Explore AI, je pense que c'est comme ça qu'on dit, et j'ai le plaisir de l'accueillir là, en visioconférence. Bonjour Olivier. Salut, ça va bien, Francis? Très bien. Explore AI, donc je dis bien ça? Tu peux le prononcer en anglais ou en français. En okay. Français, explorer. Explorer, parfait, encore mieux. Donc, dis-moi, c'est une entreprise d'intelligence artificielle. Bon, on en entend beaucoup parler. Ça semble être l'apanage en partie de très grandes sociétés américaines. Vous êtes une entreprise québécoise. Comment on fait pour bâtir une entreprise d'IA en 2024? C'est une bonne question. En fait, techniquement, je l'ai bâti en 2019-2020. Ce qui était aussi un défi. Oui, j'en doute pas. Mais dans le fond, je l'ai bâti. On a lancé l'entreprise en mars 2020. Ah oui, ben avant ou après le 13, mettons? Moi, j'ai eu un exit avec Biron. Oui. Puis je terminais chez Biron le 13 mars 2020. Donc le jour où on a mis le Québec en pause, là, essentiellement. Exactement. J'avais cogité sur le modèle d'affaires, puis j'étais censé partir le lundi suivant, pour lancer Explorer. Et donc, c'est ce que vous avez fait, mais évidemment avec des contraintes, disons, spatio-temporelles qui étaient assez particulières, j'imagine. Oui, exactement. Là, ça a défini une partie de qui on est parce que j'étais pris à la maison avec les enfants. Mon premier contrat que j'étais censé avoir était dans l'événementiel. Évidemment, été annulé. Bien sûr. Puis sinon, ça m'a mis un peu dans le mood où compagnie de services conseil, souvent, l'entrepreneur, il veut se monétiser lui, puis quand ça grossit, aller chercher 1 ou 2 ou 3 employés. Et donc, mais tout de suite, à cause de la... je peux te laisser. Non, je te laisse finir, vas-y. À cause de la condition, je disais que j'avais des enfants. Je ne pouvais pas faire des clients. J'avais pas le 40 heures semaine. Fait que j'ai commencé tout de suite à m'engager et à grossir de façon organique, un peu plus risquée. Sinon, au niveau monétaire, c'était difficile, mais c'était mieux pour la croissance de l'entreprise. Puis on a poursuivi une croissance organique comme ça, là, pas d'investisseurs externes, juste des revenus du mois, la petite portion de profit injectée pour un employé de plus, puis croissance comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et donc, vous êtes combien aujourd'hui? On est 28 employés. OK. Et vous offrez donc, je prends ça sur le site web, là, des services d'intelligence artificielle sur mesure à vos clients. Peux-tu me donner des exemples concrets, là, sans rentrer dans les grands secrets stratégiques, là, mais ça ressemble à quoi une solution d'intelligence artificielle sur mesure pour un client là, au Québec ou ailleurs? Oui, c'est sûr. Tu es bien renseigné d'ailleurs. Des exemples concrets, on travaille d'un avec le manufacturier qui a une vieille pile technologique. Fait qu'on vient des fois automatiser des tâches que pas grand autre monde peuvent faire, des tâches que l'intelligence artificielle peut venir assister. Là, souvent, il va y avoir un mélange de développement logiciel et d'IA pour réussir à faire quelque chose d'utilisable chez le client. Un exemple concret, par exemple, dans le manufacturier, c'est au niveau de l'estimation. Tu sais, c'est un processus qui est unique pour chaque entreprise. Ils vendent quelque chose d'unique. Leur processus d'estimation est unique. Fait qu'on vient les aider à faire des morceaux de l'estimation attachés à l'intelligence artificielle, que ce soit à l'IA générative. Des fois, c'est des systèmes un peu prédictifs, des règles d'affaires qu'on vient. Puis on vient prendre une portion du travail de l'estimateur, que la portion qu'il trouve plate de toute façon. Pour le manufacturier. Puis on va dans l'autre extrême aussi, là, au niveau des SaaS. Des fois, c'est des SaaS qui sont très modernes, mais leurs clients s'attendent à des automatisations. Quand tu utilises un outil numérique, il y a certaines choses que tu veux que ce soit fait automatiquement ou qui devinent c'est quoi ta prochaine action. C'est le genre de fonctionnalité qu'on peut mettre en place. Vous avez donc, tu le disais, 28 employés. Est-ce qu'ils sont là? Évidemment, c'est une entreprise qui est née de la pandémie, j'aurais envie de dire. Donc, j'imagine qu'il y a une bonne quantité de télétravail dans tout ça. Est-ce que les employés sont principalement au Québec ou vous en avez aux 4 coins de la planète, comme dans certains cas? Les choses étant ce qu'elles sont, j'ai des employés qui ont déménagé depuis le début
pratiquement tout le monde est engagé au Québec, mais maintenant, j'ai des gens en France, j'en ai qui ont passé du temps en Suisse, qui sont revenus. Fait que là, je commence à avoir des gens un peu partout. OK. Mais on n'a pas de bureau officiel. On a un espace coworking au Mila à Montréal, qui est une super place pour trouver des forts talents en intelligence artificielle. Les employés se retrouvent souvent là, quand ils sont dans les régions de Montréal. Je comprends. Mais il n'y a Au pas Québec, de. j'ai engagé Dame Koui Mais il n'y a pas de, comme dans certains cas, de journée obligatoire, là, d'aucune façon. Là, si on est à Montréal, on se coordonne, puis on peut se retrouver au bureau, au coworking, comme tu le dis. Là. J'ai envie de dire non, mais dans le fond, on fait 2 rencontres par année où tout le monde se rejoint. C'est pas obligatoire, mais tout le monde est là. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'absent. Fait qu'il y a peut-être une pression sociale à ce que les gens soient là. C'est toujours intéressant pour moi, ces dynamiques-là. Donc, dis-moi, donc là, comme je l'ai dit, c'est un univers que je connais bien théoriquement, mais dans la pratique, c'est toujours un peu curieux pour moi. Il faut quoi comme compétences, là, si je voulais t'envoyer mon CV demain, Olivier, quel genre de personnes vous cherchez? Qu'est-ce qu'il faut pour devenir un employé d'Explorer qui est pertinent, qui est utile à l'entreprise? Ben, notre particularité, c'est d'être capable de vraiment appliquer toutes les idées d'automatisation, d'intelligence artificielle, de vision par ordinateur que les gens peuvent avoir. Fait que c'est vraiment beaucoup quelqu'un qui connaît à la fois le développement logiciel et l'intelligence artificielle, parce qu'on fait pratiquement toujours les deux. Et donc, tu embauches des ingénieurs informatiques et autres experts, là, j'imagine, comment dire, qui savent coder, là, c'est ça essentiellement. Est-ce qu'il y a une particularité du fait que vous fassiez de l'IA qui requiert des compétences ou des formations additionnelles à ça? J'ai des gens qui sont un peu plus seniors dans leur connaissance de l'intelligence artificielle. Ceux-là sont toujours dans les projets pour être capables de détecter les biais ou s'assurer qu'on fait les choses comme il faut, que le système IA est robuste. Mais même eux doivent vraiment comprendre comment il va être appliqué, comment il va être utilisé dans le logiciel, comment ça va être exécuté sur les serveurs. Est-ce que ça prend 3 secondes recevoir la réponse ou ça va être direct? Fait que chaque personne doit avoir un mélange de développement logiciel et d'IA, mais avec des ratios différents. On a eu quand même notre lot d'échecs au Québec. Là. Element AI me vient spontanément en tête. Là, une entreprise qui avait quelques centaines d'employés. Il y avait quand même englouti beaucoup d'argent public là-dedans aussi, il me semble. Finalement, ça a été vendu à des intérêts américains. Je sens comme une genre de renaissance là, d'entreprises comme la tienne. Est-ce que c'est différent cette fois-ci ou est-ce que ça reste un marché un petit peu, disons, incertain, celui dans lequel vous évoluez? C'est un super bon exemple que tu sors. Dans le fond, dans la première année d'Explorer, j'avais du coaching, des gens d'expérience, entre autres des investisseurs d'éléments de travail. OK. Puis ils me sortaient les exemples de choses à ne pas faire. Puis au niveau de la pratique, c'est par exemple, Element AI essayait de développer puis d'avoir un peu de propriété intellectuelle, mais de développer des outils qui faisaient la totalité de la tâche. Fait une des choses qu'on a appris de ça, c'est que quand on fait un projet chez un client, mettons un projet dans le domaine du vin, ben on va avoir l'expert du vin qui va être dans le projet avec nous, qui va travailler plusieurs heures semaine dans le projet avec nous. On n'essayera pas de faire deviner à l'IA toute l'expertise. On va prendre son expertise, puis on va écrire des règles avec, puis on va la faire une partie intégrante du projet. Fait que ça, c'est la première leçon. Puis la deuxième, c'est de faire des choses très, très concrètes. Fait que je ne vais pas aller chez un client et automatiser 100% d'une tâche. Je vais prendre une tâche qui est problématique, je vais la découper en morceaux, puis je vais automatiser 80% du morceau qui prend le plus de temps à l'employé qui travaille dessus. Puis on va travailler comme ça itérativement. Fait qu'il y a des vrais gains rapidement. Graduellement, je m'éloigne. Hein. J'aimerais quand même te parler donc de cet univers qui est celui de l'IA, notamment là, la bourse américaine depuis peut-être 1 an, 18 mois, qui est quand même dopée là, par les Magnificent Seven, là, dont beaucoup d'entreprises technologiques qui
je sais pas s'ils en font beaucoup, mais parlent beaucoup d'intelligence artificielle. Au cœur de ces 7 titres-là, il y a NVIDIA, évidemment, qui est un des principaux manufacturiers de puces pour l'IA, qui a un ratio, un PE ratio, un ratio de prix de l'action sur ses bénéfices de 73, là, qui est un petit peu au-dessus de la norme là, habituelle d'autour de 20-25. Certains disent que c'est une bulle, tout ça. Est-ce que tu es de cet avis, Olivier? Est-ce que tu penses que ça va continuer d'être strictement croissant, cet univers-là? Est-ce que tu as des doutes, quand même, toi qui es certainement plus expert que moi dans ce domaine-là? Je ne crois pas que l'utilisation de l'intelligence va diminuer. Par contre, en ce moment, on voit beaucoup d'IA génératives qui sont des gros modèles très lourds qui bénéficient beaucoup à NVIDIA. Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux développements technologiques qui vont réduire soudainement la dépendance à ces gros systèmes de GPU-là? Peut-être. Ça peut être une bulle spécifique à des groupes comme NVIDIA. Mais si je regarde d'un point de vue, moi, le service, l'utilisation des compagnies qui font de l'IA, c'est pas amené à être réduit. Je vois pas l'intérêt que personne n'aurait à aller dans cette direction-là. Si on revient au Québec, il y a des rapports qui ont été publiés ces derniers temps qui disent qu'en fait, comme tu viens de le dire, il y a des opportunités à la tonne, mais que les Québécois, les entreprises québécoises sont tantôt un peu frileuses, tantôt n'ont pas les connaissances pour savoir qu'une business comme la tienne existe, tu sais, que la possibilité d'automatisation est là. Es-tu optimiste, justement, quant à la capacité du Québec de vraiment prendre le pas je ne veux pas entrer au 21e siècle, là, c'est un peu beaucoup, mais justement de faire cette transition-là et de ne pas se laisser être en arrière de la parade, là, comme on semble être peut-être actuellement? Oui, écoute, moi, je suis pas très pessimiste comme certains groupes disent, là, Ouais. à savoir, si tu fais pas ta transformation numérique tout de suite, tu vas être en retard, tu vas avoir du retard sur tout le monde. Ce que j'ai noté, au contraire, puis dans notre pratique, nous, à l'interne de l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut utiliser les technologies les plus récentes pour accélérer la transformation numérique des compagnies. Ça veut dire que même si tu es un peu tard à embarquer, en bout de ligne, si tu le fais aujourd'hui, ton investissement va te coûter moins cher que si tu l'avais fait il y a 5 ans. Fait que je pense que c'est pas trop tard pour que le Québec rattrape les pays les plus avant-gardistes à ce niveau-là. Je rencontre assez rarement des entrepreneurs de ta trompe qui sont des pessimistes, Olivier, donc tu me rassures là, en ce sens. Olivier Caron-Lisotte, PDG d'Explorer, fondateur et PDG. Merci d'avoir été avec nous à l'émission. Vraiment une belle petite incartade là, dans votre univers. J'ose espérer là, que vous allez avoir de belles années devant vous, donc merci d'avoir partagé ce petit moment avec nous. J'espère aussi. Merci, Francis, pour l'invitation. Peut-être que la prochaine fois, ce sera en présentiel avec moins de décalage. Je nous le souhaite absolument. Merci, Olivier, et à bientôt. Au revoir. Francis Gosselin et Philippe-Richard Bertrand. Un son monétaire en stéréo. Prends pas ça pour du cash. On enchaîne avec mon prochain invité, Benoît Cormier, qui est à la fois président d'une firme conseil qui s'appelle GLM, mais aussi président du Centre de valorisation des données manufacturières. Ça fait écho à notre invité précédent. Là, on continue dans cette lignée de parler d'intelligence artificielle, de transformation numérique, évidemment, notamment dans le secteur manufacturier québécois. Bonjour, Benoît. Bonjour, ça va bien, Francis? Ça va super bien. Bon, commençons les choses dans le désordre peut-être un peu, mais bon, vous avez fondé là, un organisme avec des partenaires qui cherchent à mettre en commun les ressources, les compétences et les machines, je pense aussi des manufacturiers québécois. Ça s'appelle le CVDM, il y a un site web, le manufacturier. Peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne exactement? Oui, ben en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives en silo là, présentement dans l'organisation, ben pas dans l'organisation, mais dans l'écosystème manufacturier au Québec. Ce qu'on voulait, c'était de fédérer non seulement les manufactures, mais vraiment les capacités industrielles. Parce que, tu le sais, Francis, là, le coût de la vie augmente, le coût de la main-d'œuvre augmente, le coût des matières augmente. Puis présentement, les taux d'intérêt aussi sur l'acquisition de machinerie augmentent. Là.
Ça veut dire que quand tu arrives à acheter une machine, ça vaut la peine aujourd'hui d'aller voir si un voisin ou une autre entreprise dans le même parc industriel a la capacité peut-être de t'offrir le service avant d'investir avec des taux d'intérêt incroyables. Et donc, ça marche? Il y a des entreprises qui font ce genre d'initiative-là? Et c'est quoi le rôle un peu du CVDM là-dedans? Comment vous mettez en commun un peu ces business-là? En fait, le CVDM, c'est Manufacture Québec. La façon que ça fonctionne, c'est que les gens, ils se sont connectés sur une plateforme technologique qui gère en ce moment 16 associations manufacturières au Québec qui représentent 5400 manufacturiers. Ouais. Au Québec, il y en a environ 13 000. Ça veut dire qu'on a presque la moitié des manufacturiers qui ont pris le temps de s'identifier, de documenter. Le projet en question que tu as vu en référence au Journal de Montréal là, en fin de semaine dernière, c'est que la réalité, c'est que c'est le créneau machine, qui est un créneau en Mauricie, centre du Québec, qui est un créneau à corps, qui ont fait les initiatives. Il y a 58 entreprises qui ont été des early adopters, qu'on pourrait dire, qui ont vraiment maillé ensemble pour être capable de développer des complémentarités. Puis, ce qui s'est passé, c'est que réellement, les gens ont réellement créé de la business. Puis j'ai entendu la semaine passée, tu as fait une entrevue avec Joachim Blanchet, le président de Excel, dont lui est un des entreprises qui a vraiment eu des retombées significatives là, dans ces mandats. Et donc, essentiellement, on se dit, plutôt que moi d'acheter une machine, puis tu sais, ces machines-là, des fois, ça coûte 2, 3, 400 000, voire des millions de dollars. Plutôt que de l'acheter, je vais aller voir, comme tu disais, mon voisin a peut-être la bonne machine, je pourrais y emprunter pendant 10 heures, 20 heures, 50 heures, le temps de faire mes pièces, de faire mes besoins, justement, puis éventuellement même le rémunérer. Là. Donc, il y a un gain. Tout le monde gagne dans cette affaire-là, c'est ce que je comprends. Puis, si on recule encore plus loin en arrière, Francis, là, sur cette initiative-là, nous, on avait fait un peu un genre de 4-1-1 manufacturier. J'aime ça. C'était ça, le Manufacture.Québec. Les gens venaient nous poser des questions. Es-tu capable de trouver, exemple, un fabricant de caoutchouc, un fabricant d'ensachage d'électrolytes? Depuis le 1er janvier 2024, je suis allé voir les données, on a 1600 demandes de manufacturiers qui cherchaient d'autres manufacturiers ou des promoteurs de projets start-up qui cherchaient des manufacturiers pour mettre en place un projet manufacturier. Là, ce qui est assez la poule ou l'œuf, d'un autre côté, on regarde l'initiative gouvernementale. En passant, je ne me positionne pas là-dedans. Mais là, on parle d'approvisionnement local. C'est beaucoup des projets de recherche, des projets d'enquête, mais dans le concret, qu'est-ce qu'on fait pour aider les manufacturiers? Il n'y a aucun service de première ligne concret. Il y en a là, des aides, des conseillers qui vont t'aider à aller voir des subventions, d'aller voir des prêts, de t'aider à démarrer une entreprise. Mais techniquement, c'est le savoir de l'ensemble des manufacturiers, des gens qui travaillent dans l'industrie. C'est pas au gouvernement de faire la relation entre les gens. C'est un peu ça qui est arrivé. C'est ce qui nous a poussé à mettre sur pied ce projet-là. Donc, vous êtes un peu comme le panier bleu du manufacturier, si je comprends bien. Non, parce que ça fonctionne. je te charrie. À tous les jours, Francis, là, on a un minimum entre 10 à 15 demandes de gens manufacturiers qui veulent se faire mettre en relation. Puis la retombée, elle est concrète. Surtout quand c'est régional, quand tu fais tu sais, enlève le prêt d'équipement, fais juste l'entraide ou la capacité à se sourcer ou à trouver un fournisseur local. On réduit les déplacements, on optimise la main-d'œuvre. Tu sais, le calcul de la productivité, là, on parle de dollars facturés par un main-d'œuvre direct. Ouais. Ben, c'est concret. Là, si on est capable de donner de la business à son voisin, il a les mêmes ressources pour te fournir un service parce qu'il y avait de la capacité, on a un impact direct sur la productivité. Je comprends. Ceci dit, tout ça, c'est un peu ton TDAH combiné à ta douance, là, Benoît Cormier. Ta job de tous les jours, si je comprends bien, c'est d'être président de GLM, qui est une entreprise de services conseil, toujours un peu dans le même milieu, mais là, vraiment, c'est toi, ton équipe, vous intervenez directement auprès de manufacturiers. C'est quoi les défis, là, si ça va me dresser un portrait là, bien global, là, mais c'est quoi les défis que vous observez actuellement dans le milieu manufacturier québécois? Les défis, il y en a plusieurs. Là. Je ne veux pas faire du pilé sur ce que les autres ont dit dans le passé. Moi, ce que j'observe là, comme chef d'entreprise qui au quotidien parle avec principalement des manufacturiers, c'est 70% de notre portefeuille de clients, c'est le sentiment d'imposteur que les présidents d'entreprise qui ont passé le gap des 50-60 ans en ce moment face à la technologie. C'est inévitable. Les gens veulent prendre des décisions rapides. Ils veulent investir, mais ils ne savent pas par où commencer.
Ça attire de partout. Tu sais, il y a plusieurs générations sur le marché du travail en ce moment. Ouais. Tout le monde a la solution magique. Fait que c'est vraiment d'outiller les gens à être capable de suivre une méthodologie avec de la rigueur au quotidien puis de prendre des bonnes décisions, pas sur le court terme, mais sur la stratégie. Tu sais, si c'est une stratégie moyen terme ou long terme, ben, j'espère que tes actions sont alignées dessus. Oui, parce que des fois, comme on le disait dans notre première partie, ça se traduit par des investissements qui peuvent être très coûteux, puis si c'est pas bien fait, ça peut avoir un impact quand même assez majeur. Parlons justement de technologies spécifiques. J'avais plutôt à l'émission un spécialiste en intelligence artificielle, c'est vraiment le sujet de l'heure. Il y a quelques années, on parlait de big data, là, de données massives, il y a une tendance Internet des objets. Est-ce que tout ça coexiste actuellement? On en est où un peu là, si on parle vraiment de technologies spécifiques, ERP, là, en tout cas, je ne vais pas te faire la liste, Benoît. Tu connais mieux ça que moi, mais justement, si tu avais nous dresser un portrait là, de ce qu'il y a justement dans la tête ou dans l'environnement autour de ces manufacturiers-là actuellement? Ben, je vais te donner deux côtés de la médaille. Il y a le côté du président d'entreprise qui a le goût de voir des TV partout dans son usine, puis de dire qu'il est connecté, puis la vibe du 4.0, là, depuis 2011 en Allemagne, 2017 au Canada. Là. Mais la réalité, le vrai gain qu'on voit dans les organisations qui ont réussi à prendre un vrai virage, parce qu'un projet début-fin, transformation numérique, il n'y a pas de fin, c'est ceux qui ont réussi à l'utiliser comme un edge sur la compétition. C'est ceux qui ont utilisé la technologie d'objets connectés pour améliorer le service client, améliorer vraiment on va dire les parts de marché, en fait, d'aller les chercher. Je reviens en arrière. Le vrai résultat d'une transformation numérique, ceux qu'on l'observe financièrement, c'est ceux qui réduisent la dépendance envers des individus. C'est-à-dire que si on utilise la technologie pour faire les mêmes choses, c'est un investissement qui ne vaut pas la peine. Si tu utilises la technologie, tu es capable de démontrer que tu as une réduction de dépendance envers les individus, ça veut dire Roger qui fait la planification, puis Manon qui fait l'embauche, là, tu as un réel gain tangible, durable. Puis, c'est très dur avec des jumelles quand tu regardes une bâtisse qui est super belle, là, qui shine au soleil, là, de savoir qu'est-ce qui se passe technologiquement dans le business. À partir du moment qu'on rencontre les gens et qu'on observe l'évolution financière, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'investissements qui ne se concrétisent pas en gains tangibles. Dans le dossier du Journal de Montréal, il y avait certains articles qui parlaient justement de Roger puis de Manon, là, de ces gens-là que tu dis que bon, ils vont être peut-être moins indispensables, mais en même temps, certains pourraient craindre carrément que ces gens-là soient plus nécessaires à l'opération des business. Est-ce qu'il y a un petit peu de pushback chez vos clients? Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur de perdre leur job, qui ont peur que justement avec l'automatisation ou l'IA éventuellement viennent dévaloriser leur travail? Comment la dimension humaine de ça, comment vous traitez ça? En fait, là, ça, c'est le rôle de la direction, là, de mobiliser les gens et de les aligner vers des objectifs communs. Mais, tu sais, avant, on parlait de gestion de changement. Les gens ne voulaient pas changer la manière de travailler. Aujourd'hui, ce que j'observe, puis ça fait quand même plus de 20 ans, là, je suis là-dedans, c'est ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui bloquent les projets, c'est parce que c'est de l'incertitude, pas face à leur travail, face à la capacité de changer le quotidien. Demain matin, tantôt, j'écoutais l'entrevue avec Olivier, puis je le connais bien, Olivier d'Explorer. Eux, quand ils arrivent dans une organisation, ils peuvent faire peur, mais dans la réalité, là, c'est qu'ils augmentent les skills ou les aptitudes individuelles des gens grâce à l'intelligence artificielle. Ça veut dire que la même personne devrait, pour moins d'efforts, offrir un meilleur service à son client avec une qualité et un standard de haut niveau sans stresser. Fait que c'est très... tu sais, la question est large, Francis. Peut-être un autre point, je fais un lien avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, individuellement, nous aide toutes. En groupe, c'est vraiment un défi. Fait que si on n'a pas les Roger et les Manon pour transférer les connaissances, pour développer les modèles, on s'aimerait à les développer tout seul. Tu sais, la compétence est... Ah, c'est vraiment intéressant. Tu parles quand même à un power user là, de ChatGPT là, ici, Benoît. Peut-être je termine en te demandant, là, évidemment, c'est une conversation qu'on a déjà eue, toi et moi, mais bon, le milieu manufacturier a été quand même un peu inondé de subventions. Puis ça a comme créé quasiment une dépendance. Là. C'est quoi ta lecture un peu de cette situation-là? Est-ce que
est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il en faut plus? Est-ce qu'il en faut moins? Est-ce qu'il faut changer la manière de faire? Tu sais, je veux pas t'emmener trop dans le terrain politique, Benoît, mais quand même, tu sais, c'est important, je pense, de poser un regard là-dessus comme contribuable, comme travailleur de l'industrie, ouais. En fait, la subvention ne devrait pas faire partie des décisions, mais c'est vrai que depuis la parité du dollar, tu vas être meilleur que moi me dire peut-être dans les années 2010, les manufacturiers ont des subventions depuis ce temps-là assez incroyables. Puis ça a enlevé des fois le retour sur investissement obligatoire. Ça a fait beaucoup de projets un peu intangibles, comme vous dites tantôt, chaud de boucan même. Ça a devancé des projets qui n'auraient pas dû avoir lieu. Par contre, à l'inverse, c'est quand même nécessaire d'aider les manufacturiers à accélérer la transfo numérique. Après, où l'argent va, comment elle est distribuée, je vais me retenir parce que je suis sur plein de consortiums et j'apprécie beaucoup les gens qui travaillent là-dedans. Ben ouais. Je pense qu'elle ne se rend pas toujours aux entreprises, l'argent. Elle reste beaucoup des fois dans des organisations que c'est très dur à comprendre. Là. Je comprends. Je vais me retenir, là. Non, ben c'est correct. Comme je te dis, l'idée, c'est pas de te mettre dans le trouble, évidemment, avec cette rencontre. Je termine, j'aime toujours poser la question un peu de la baguette magique. Benoît, on parle beaucoup de défis de productivité, on vient de parler de subventions. Demain matin, je te donne, je suis pas une baguette magique, je te nomme ministre de l'économie. Qu'est-ce qu'on devrait faire collectivement pour inciter nos manufacturiers, puis l'ensemble de nos organisations au Québec, au Canada, à investir en productivité, en automatisation, en innovation? Y a-tu, de tes 20 années d'expérience, y a-tu une recette ou quelque chose là, à examiner de ce côté-là? Je vais faire le triangle de Zelda. Là. Je sais pas si les gens qui écoutent qui travaillent Zelda, là, mais tu sais, il y a deux choses. Il y a trois cadrans là, que j'aimerais mentionner. Il y a un cadran, c'est que la relève d'entreprise en ce moment, c'est un défi très manufacturier. Et ça, c'en est un. Un autre cadran, tu l'as dit, un retard technologique. Puis un autre cadran qui est pour moi la conciliation du marché. Tu peux plus tout faire aujourd'hui. Fait faut que tu utilises la capacité technologique pour travailler avec des expertises externes puis d'autres joueurs. Tu sais, avant, c'était téléphone, je prends mon auto, puis là, on collabore. Aujourd'hui, on peut le faire en temps réel. C'est-à-dire que si on réunit le financement, la relève, qu'on assure une pérennité de nos manufacturiers, qu'on les fait travailler ensemble avec des outils adaptés à la réalité d'aujourd'hui et des vrais investissements, mais on va se rendre compte que les entreprises devraient vraiment travailler en collaboration puis comprendre les forces et les faiblesses parce qu'on ne sera pas capable de compétitionner toutes les holdings qui sont en train d'acheter les entreprises au Québec. Tu sais. On vient d'avoir Mayotte qui est parti. On a, tu sais, là, je vais arrêter d'en nommer parce que c'est pas ça le but aujourd'hui de l'émission, mais si tu regardes le track record depuis les 2 dernières années des entreprises qui ont passé à des mains étrangères parce que des fonds d'investissement ont acheté, ont fait des flips, mais qu'on n'a pas gardé l'expertise locale, ça s'en va au Mexique. C'est ma baguette magique pour te répondre. Je favorise le transfert d'entreprises vers des groupes qui ont des intérêts, une passion manufacturière, pas juste familiale, puis on maximise l'interopérabilité entre les usines et non dans l'usine. Oui. Des entreprises à détention locale, évidemment, Benoît Cormier, et non pas des intérêts étrangers. On a vu Héroux DevTech aussi, tristement, être acquis. Je ne vais pas le nommer. Là, mais... Non, mais j'en ai parlé moi-même à l'émission. J'ai écrit là-dessus dans le Journal de Montréal. Bref, Benoît Cormier, merci d'avoir partagé ton savoir avec nous. Toujours intéressant de t'entendre. Je rappelle que tu es PDG de GLM Conseil, donc une boîte qui se spécialise en accompagnement en transformation numérique dans le manufacturier et aussi président du Centre de valorisation des données manufacturières. Merci d'avoir été à l'émission, Benoît. Merci, Francis. À bientôt. Prends pas ça pour du cash. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.